La COVID, mais aussi évidemment les vaccins. Sans surprise, ce sera le premier sujet de discussion avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Althia et Conrad, que je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Althia. Donc, vraisemblablement, des pays vont débuter leur vaccination la semaine prochaine, dont le Royaume-Uni et les États-Unis. Althia, qu'est-ce qu'on doit penser du fait que le gouvernement Trudeau, ici, ne fournit toujours pas de date précise, ni de nombre suffisant, finalement, de vaccins pour le Canada? Le nombre suffisant, c'est, je dirais, plus inquiétant que la date comme telle. Le gouvernement aimerait dire que la décision reste avec les experts, les scientifiques, les gens en Santé Canada qui vont regarder l'information que les compagnies leur donnent et puis qui vont prendre une décision qui n'est pas politique pour savoir si on approuve le vaccin ou non, les vaccins qui viennent devant eux. Je pense que c'est une bonne raison, si on peut dire. On ne voudrait pas que Justin Trudeau ou Patty Hajdu soient les gens qui prennent la décision pour dire oui, on croit que le vaccin est assez sécuritaire. Par contre, ce qui vient à l'autre côté de la médaille, combien de vaccins on va avoir, combien de doses, qui va les avoir, comment est-ce que ça va être géré. On commence à avoir des réponses, mais pour les partis d'opposition, ce n'est pas des réponses assez claires. Oui, visiblement, parce que toute la semaine, vraiment, on a posé des questions concernant l'arrivée des fameux vaccins. Conrad, bon, alors qu'on commence à vacciner dans d'autres pays, si jamais on constate dans ces pays-là où on va vacciner que le vaccin a des effets secondaires graves, parce que ça peut arriver, on ne sait pas encore, là, quel effet ça pourrait avoir ici sur le gouvernement? Bien, c'est une question hypothétique, mais Oui. ce que ça indique, c'est que la réponse du gouvernement ici, moi, je suis un peu réticent à critiquer le gouvernement parce qu'ils insistent pour dire que Santé Canada prend le temps nécessaire pour approuver ces vaccins-là et que les compagnies pharmaceutiques ne livrent pas de vaccins avant que ça soit approuvé dans les pays, chacun des pays. Donc, on a vu que la Royaume-Uni a choisi cette semaine, le département qui s'en occupe, d'approuver le vaccin. On sait que le 14 décembre, la FDA aux États-Unis va probablement le faire. Donc, on sait pourquoi ces pays-là auront des vaccins plus rapidement que nous. On ne sait pas exactement quand Santé Canada va approuver les vaccins, mais on ne veut pas se retrouver aussi avec la même situation avec le Boeing 737. Donc, je plaisante d'une certaine façon, mais ce que ça indique aussi, moi, je ne suis pas inquiet. Je trouve que on exagère en disant que le Canada a un retard important par rapport aux autres pays. Quand Jason Kenney dit qu'il va avoir des vaccins le 4 janvier, je crois qu'on sera bien positionné pour commencer à vacciner les gens les plus vulnérables. Oui, Joël Denis, de retour aux communes, ça fait des semaines donc que les conservateurs réclament des vaccins au plus vite. Qu'est-ce qu'on doit penser du député conservateur Derek Sloan qui parraine une pétition qui compare l'opération de vaccination à une expérimentation humaine? En fait, c'est assez, comment dirais-je, paradoxal de voir que ce député conservateur dépose cette pétition alors que son chef fait une croisade pour obtenir justement des réponses plus claires à la vaccination, au vaccin, à la date de distribution et le reste de l'opération. Donc, ça vient un peu miner le travail que fait Erin O'Toole. D'ailleurs, il a été beaucoup interrogé à ce sujet au cours des dernières heures et même durant la journée des débats portant sur sa motion qui demande justement au gouvernement de présenter un plan précis d'ici le 16 décembre par rapport à la distribution et l'accès au vaccin. Donc, mais je suis d'accord avec Conrad. Je trouve qu'on exagère un peu la portée des critiques. Il y a beaucoup de variables inconnues encore et c'est pour cette raison que le gouvernement hésite à donner une date précise parce qu'il peut y avoir des pépins de production du vaccin et ça pourrait arriver pour certaines compagnies. Les machines pourraient lâcher, donc ça pourrait reporter d'autant l'accès au vaccin. Donc, on veut avoir la certitude que ce soit coulé dans le béton avec ce comète pour ne pas décevoir les gens. Et c'est ce qu'on appelle gérer les attentes.
C'est comme ça qu'il faut le faire, je pense, pour éviter de décevoir beaucoup de gens qui attendent ce vaccin. Oui, d'autant plus qu'au Canada, on n'a pas de capacité de production du vaccin, donc ça complique les choses pour avoir des dates précises. Du côté du Québec maintenant, le premier ministre Legault, finalement, recule sur sa décision de permettre des rassemblements de Noël, des rassemblements restreints. Là. Bon, plusieurs disent que c'était prévisible. Althia, qu'est-ce qu'il faut en penser? Que le premier ministre Legault essaie d'être franc et sincère avec la population. Il a présenté ses excuses. Il n'y avait pas de boule de cristal. Il s'est prononcé trop tôt. Et puis, il croyait vraiment, peut-être, il est très optimiste. Il pensait vraiment qu'il est en train de faire la bonne chose, de donner aux Québécois l'espoir de pouvoir se rencontrer à Noël, de pouvoir se rassembler en famille. Puis que là, il voit les données qui se présentent devant lui et puis qu'il n'attend pas la date d'échéance. Il nous a dit que Dr. Arruda avait dit qu'il fallait prendre une décision avant le 11 décembre, alors il la prend aujourd'hui au lieu. Et puis, bon, ça donne le temps aux gens de se préparer, peut-être de canceller les plans qu'ils allaient faire, de peut-être pas acheter autant de bouffe qu'ils planifiaient pour le 24, le 25, le 26 ou le 27. C'est décevant. Je pense qu'espère que les gens vont suivre les directions, mais ils doivent s'attendre qu'il y en a qui vont pas vraiment le faire aussi. Oui, parce qu'il y a sûrement des Québécois qui vont être déçus de cette décision-là du premier ministre Legault. Conrad, le premier ministre Legault qui a aussi fait son mea culpa aujourd'hui parce qu'il avait affirmé au magazine L'Actualité qu'il n'avait pas fait d'erreur. En fait, qu'il n'avait fait aucune erreur dans la gestion de la pandémie. On sait que ce n'est pas la première fois que le premier ministre Legault fait son mea culpa. Il semble, depuis le début de cette crise, il semble que la population du Québec aime ça. Est-ce que, bon, deuxième fois, quel impact, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur sa popularité, l'effet sur M. Legault de ce deuxième mea culpa? Écoutez, pour ce qui est de la gestion du message, c'est un gâchis total. Et je crois qu'ils le savent aussi. Et je crois qu'il va y avoir des retombées là-dessus. Les gens vont beaucoup discuter. Si ce n'est pas autour de la table à Noël, ça va être au téléphone à Noël. Les gens vont de façon virtuelle. Mais, écoutez, il improvise. Il ne sait pas ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il voulait faire une décision politique en disant qu'on pouvait se rassembler en Noël et les autorités sanitaires lui ont dit que, écoutez, vous devez mettre le frein. Donc, pour ce qui est de la gestion de l'image, c'est un cas à étudier pour quoi il ne faut pas faire. Oui. L'erreur à ne pas répéter. Donc, oui, c'était très mal fait. Oui. Joël Denis, si on regarde ce qui se passe du côté de l'Alberta maintenant, la situation de la COVID vraiment empire là-bas. Jason Kenney perd des plumes à cause de sa gestion de la pandémie. Si on pense qu'il y a à peine un an, quand même, Jason Kenney, c'était le premier ministre le plus influent au Canada de tous les premiers ministres provinciaux. Quel impact ça pourrait avoir en bout de ligne sur le premier ministre Jason Kenney? On sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Sa cote de popularité a beaucoup diminué. Et c'est quand même assez intéressant parce qu'au printemps, l'Alberta se tirait mieux d'affaires que les autres provinces. En fait, M. Kenney envoyait de l'équipement ailleurs. Il envoyait l'équipement au Québec, il envoyait en Ontario. Maintenant, sa province est sur le point de réclamer des hôpitaux de fortune de la Croix-Rouge. C'est quand même invraisemblable, le revirement de la situation. Et ça va avoir un effet politique. On le voit déjà dans les sondages. Heureusement, M. Kenney a un peu de temps devant lui pour récupérer, mais il faudra, je pense qu'il trouve un miracle pour récupérer de cette crise parce que ça a un effet important et ça pourrait évidemment écorcher sa crédibilité sur la scène nationale. Il était vu comme étant un des principaux premiers ministres qui pouvait porter le message à Ottawa. Maintenant, sa gestion de la crise remet en cause la gestion qu'il a faite dans sa propre province. Donc, ça écorche évidemment le messager. Oui, c'était le leader aussi du mouvement de la droite un peu au pays. Sur la conférence fédérale provinciale, maintenant, on a appris cette semaine, le 10 décembre, on va discuter évidemment du financement en santé. Althia, les provinces, on le sait, réclament une hausse de 23 à 35 des paiements de transfert. Le premier ministre Trudeau a dit, en fait, il n'a pas vraiment fermé la porte cette semaine. On a le sentiment que chacun tient un peu une position de négociation. À quoi on peut s'attendre à cette conférence fédérale provinciale? Bien, c'est toujours bien intéressant. Le problème, vraiment, c'est que les provinces n'ont pas la capacité de pouvoir vraiment remplir toutes leurs responsabilités en termes de transfert de santé des hôpitaux, des infirmières, des médecins. Puis Ottawa se frustre parce que quand on accroît les transferts en santé, parfois, souvent, les provinces utilisent ces fonds-là pour d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a vu, par contre, durant la gestion de la pandémie, c'est que ce soit
la proposition pour les services de longue durée ou pour les écoles, pour le dépistage, les provinces ont accepté de prendre l'argent du fédéral puis de le dépenser pour certaines choses. Est-ce que les provinces vont accepter les termes d'Ottawa? Je pense que les libéraux veulent se présenter comme ils vont faire quelque chose pour les provinces, mais ils veulent pas, ils veulent avoir le crédit. Oui, ils veulent pas mal franche. Ils ne veulent pas des normes nationales non plus. Conrad, bon, justement, le Bloc québécois a réussi à faire passer cette semaine aux communes une motion en faveur de l'augmentation des transferts en santé aux provinces sans normes nationales. C'est une motion qui a quand même reçu l'appui des conservateurs et du NPD, il faut le dire. Est-ce que ça donne des munitions aux provinces à la veille de cette conférence fédérale provinciale? Absolument, absolument. Je crois que Erin O'Toole, en tant que chef conservateur, se crée un petit problème pour l'avenir si jamais il devient premier ministre sur cette question-là. Mais ça indique aussi qu'il y a un front commun qui se forme pour les transferts en santé et que le gouvernement Trudeau ne sera pas capable cette fois-ci de diviser pour mieux régner comme il l'a fait la dernière fois en 2016 et qu'il ne peut pas acheter la paix à rabais. Et que c'est sûr que le Québec va être très dur sur cette question-là, il va mettre beaucoup de pression pour que les transferts de santé soient augmentés. Et comme le transfert canadien de santé, par principe, il n'y a pas de conditions attachées à ce transfert-là. Ouais. C'est un principe fondamental de ce transfert depuis son existence que l'idée d'essayer d'y attacher des conditions, ça passerait tout simplement pas. Joël Denis, bon, je le disais il y a un instant, le Bloc québécois a réussi à passer une motion pour augmenter les transferts en santé vers les provinces. Le Bloc, on en parlait la semaine passée, a aussi forcé un débat sur la protection du français à Montréal, un débat qui a eu lieu donc aux communes. On dirait que le Bloc québécois a réussi quand même pas mal à imposer son agenda aux communes. Qu'est-ce que vous pensez du travail du Bloc québécois au Parlement canadien? Évidemment, le Bloc a su tirer son épingle du jeu durant cette pandémie, je vous dirais, parce qu'il a mis beaucoup de propositions, même durant le début de la pandémie. La subvention salariale, ça a été une idée qu'a défendue avec beaucoup d'âpreté le Bloc québécois au début. Il a aussi frappé très fort sur le fait que les partis politiques touchaient cette subvention salariale et a forcé au moins le Parti conservateur à reculer, même le Parti libéral, mais pas forcément à rembourser. Donc, le Bloc tire son épingle du jeu. Il faut dire qu'il a choisi des dossiers qui lui tiennent à cœur. Le respect des provinces et les transferts en santé, c'est très populaire au Québec. Et on voit qu'il se tient quand même assez bien dans les sondages au Québec. S'il y avait des élections, je pense que le Bloc conserverait ses sièges et irait peut-être aller chercher quelques-uns supplémentaires. Donc, ça ouvre la porte à un débat ou à une campagne assez intéressante et qui, faut-il le rappeler, je pense, devrait avoir lieu au printemps. On semble se préparer, tous les partis politiques se préparent pour un affrontement électoral au printemps, après le dépôt du budget fédéral. Il nous reste moins d'une minute. Althia, est-ce que vous êtes d'accord avec Joël Denis là-dessus? Absolument. Je pense que le succès du Bloc québécois vient de démontrer que la prochaine élection va vraiment se trancher au Québec, surtout si c'est vraiment l'endroit où les gouvernements peuvent avoir un gouvernement les partis politiques peuvent se trouver majoritaires. Sinon, peut-être récompensés pour des pertes dans d'autres endroits au pays. Il y a beaucoup de luttes à 2, à 3. Et puis, on sait que le Parti conservateur, Erin O'Toole nous a dit qu'ils vont miser 30 sièges au Québec. Ils veulent se prononcer. On a vu M. O'Toole, tout le monde en parle, dimanche dernier. Il veut suivre un exemple, il veut tourner la page, il veut se présenter comme un nouveau chef d'un parti avec peut-être une nouvelle peinture. Alors, c'est ce qu'on voit dans la Chambre des communes aussi. Conrad, le mot de la fin sur ce que vient de dire Althia, aussi sur le fait que le Bloc québécois a quand même imposé pas mal un agenda aux communes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien oui, ça indique, comme on a dit la dernière semaine, que les comtés prenables sont au Québec. Chacun des partis voit qu'il y a une opportunité de faire des gains au Québec. Mais comme tout en cette année de 2020 a été tellement imprévisible, j'ose pas faire des prévisions pour 2021. On va voir au mois de mars
où on en est dans la vaccination et où on en est dans la pandémie. Et parce que la donne pourrait changer si la performance du gouvernement Trudeau n'est pas à la hauteur dans ce débat-là. Parce qu'on a vu que le taux de satisfaction envers du gouvernement Trudeau a baissé quand même depuis le mois de septembre, sensiblement, et que tout va se jouer autour de cette campagne de vaccination. Oui. Ça a été une année, le moins qu'on puisse dire, comme vous venez de le dire, imprévisible. Conrad, Althia, Joël Denis, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, Esther. Bonsoir. Bye-bye. Merci à vous aussi.